La Seconde Guerre mondiale a été le théâtre de batailles spectaculaires et décisives pour l'avenir de l'humanité. Mais secrètement, bien loin derrière le front, une autre bataille bien plus importante encore était en train de se jouer. Cette bataille allait déterminer qui allait se doter d'une arme unique, surpuissante, qui fera basculer l'histoire du monde à jamais. Elle opposa deux camps totalement différents, qui, avec l'aide des plus grands scientifiques de leur temps, se sont lancés dans une course effrénée à l'armement. Espionnage, innovation, investissements colossaux, prouesses scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire de la bataille entre l'Allemagne nazie et les États-Unis, pour créer la première bombe atomique de l'histoire, mais aussi toutes ses conséquences dévastatrices. D'ailleurs, j'entrevois la personne à l'origine de toute cette histoire. Allemagne 1933. Un vent de terreur s'ouvre sur le pays. Après des années de crise, Adolf Hitler vient d'arriver au pouvoir. Dans les rues, des hommes en uniforme brun défilent. Le salut nazi s'élève et une idéologie haineuse s'enracine. C'est l'ère de la peur, de la censure et de la répression brutale. Le régime nazi s'installe en écrasant ses opposants. Il impose ses lois racistes et antisémites visant à exclure peu à peu les juifs de la société. La vague nazie est inarrêtable. Elle va bientôt submerger l'Europe, plongeant le monde dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les intellectuels comprennent vite que quelque chose de terrible est en train de se passer. Parmi eux se trouve Léos Szilard, un brillant scientifique hongrois qui est arrivé en Allemagne pour devenir prof à l'université. D'après ses élèves, Szilard est un excellent professeur. En dehors de ça, c'est aussi un fan de science-fiction et possède une imagination débordante. De nombreuses fois, il essaye d'inventer des objets révolutionnaires, comme par exemple un frigo sans électricité. Mais bon, faut avouer que ça marche pas trop. Ouais, Szilard, c'est un peu le cliché du savant très intelligent mais un peu perché. Vous savez, comme dans les films. Mais des fois, Léo, ça lui arrive aussi d'avoir raison. Auprès de ses amis, il est connu comme étant un visionnaire. Et il aurait prédit la Première Guerre mondiale avec des années d'avance. Alors quand il voit les soldats nazis défiler dans les rues de Berlin, Léo Szilard sent que les choses vont mal tourner. Mais il voit aussi la propagande anti-juive se propager et les actes horribles et haineux de violence se banaliser. Et justement, Léos Szilard est juif. Et il le sait, l'Allemagne qu'il a connue à son arrivée n'existe plus. Ici, il est en danger. Alors il n'y a pas une seconde à perdre. Léo fait ses deux valises rapidement et quitte précipitamment Berlin pour Londres. À Londres, Szilard ne connaît personne et il doit commencer une nouvelle vie. Mais au moins maintenant, il est en sécurité. Et c'est justement dans la capitale anglaise que sa vie va basculer. Un matin, alors qu'il se balade dans les rues de Londres après avoir lu un article scientifique, Szilard a une révélation. Il imagine un atome. Vous savez, c'est ces choses minuscules qui composent la matière. Les atomes sont tous composés d'un noyau, avec des protons et des neutrons. Et Szilard il se dit, et tiens, et si on envoyait à très grande vitesse un neutron sur le noyau d'un atome, il pourrait alors se casser, vous savez, un peu comme au billard. Et en se cassant, le noyau pourrait envoyer d'autres neutrons qui iront percuter d'autres noyaux, qui émettront aussi à leur tour d'autres neutrons, qui iront casser d'autres noyaux, etc., etc. Bref, je pense que vous avez compris. Ce matin-là, dans les rues, grâce à son imagination, Léos Szilard vient d'imaginer un concept très important, qui va changer l'humanité à tout jamais, la réaction en chaîne. Quand je vous disais que c'était un visionnaire, oui bon, changer l'humanité à jamais, visionnaire, j'en fais pas un petit peu trop là? Bah pas sûr, parce qu'il y a un autre truc que Léo a compris. C'est un grand scientifique et il sait que lorsqu'un noyau d'atomes se casse, il émet des neutrons mais aussi de l'énergie. Et si une réaction en chaîne est produite, c'est beaucoup d'atomes qui se cassent. Donc énormément d'énergie dégagée d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe quand on crée beaucoup d'énergie en une fraction de seconde? Bah ça explose. En pensant à la réaction en chaîne, Léos Szilard imagine que si un scientifique arrive à la réaliser, il pourrait créer une arme d'une nouvelle génération. Une arme jamais vue, dont la puissance et la capacité de destruction seraient gigantesques. Une bombe atomique. Szilard il a un peu sonné par cette idée, mais il reprend rapidement ses esprits. Faut pas que cette idée arrive chez les mauvaises personnes. Léos donne maintenant une seule et unique mission. Devenir le premier à réaliser une réaction en chaîne. Au départ, Szilard fait ses expériences secrètement dans son coin. Mais ensuite il en parle à des collègues dont le prix Nobel de physique Enrico Fermi. Et à chaque fois c'est la même histoire, les scientifiques lui rient au nez. Ils se disent c'est qui ce mec là qui invente des frigos et qui nous parle de bombes atomiques? Pour eux cette histoire de réaction en chaîne c'est tout simplement impossible. Alors carrément une bombe encore moins. Et il faut comprendre qu'à l'époque il n'y a rien qui prouve que Szilard a raison. Toute cette histoire de réaction en chaîne c'est uniquement dans sa tête. Mais Szilard il est déterminé, il sait qu'il a raison et il va le prouver. Alors après avoir quitté l'Europe pour les États-Unis, il reprend ses expériences. Bon malheureusement les années passent et notre bon vieux Léo il trouve pas grand chose. On est en 1938 et il commence un peu à désespérer. Mais un événement va tout changer.
Svillard découvre dans un article que 2 scientifiques ont observé un phénomène bizarre qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre. Ils ont trouvé une particularité un peu spéciale chez un atome. Chez cet atome, lorsqu'on lui envoie un neutron sur son noyau, il se casse en deux et émet ensuite d'autres neutrons, qui peuvent ensuite aller casser d'autres noyaux. Sans le savoir, les 2 scientifiques viennent de découvrir ce qu'on appelle la fission nucléaire. Et cet atome particulier, il porte un nom, qui va rentrer dans l'histoire à jamais, l'uranium. Dans la tête de Svillard, tout s'assemble. Avec la fission de l'uranium, la réaction en chaîne devient possible. Il avait raison. Mais ça signifie aussi autre chose. Avec assez d'uranium, on peut aussi fabriquer une bombe atomique. Léo Svillard comprend que l'uranium va devenir un élément très important dans le futur. Mais il y a une nouvelle encore plus terrifiante. Les 2 scientifiques qui ont fait cette découverte, ils sont allemands. Et ils travaillent sous le contrôle des nazis. Ouais, les mêmes nazis qui viennent d'envahir la Tchécoslovaquie et qui s'apprêtent à déclencher la Seconde Guerre mondiale. Et devinez quoi? Où se trouve la plus grande mine d'uranium d'Europe? En Tchécoslovaquie forcément. D'ailleurs bizarrement, l'Allemagne a ordonné de cesser ses exportations d'uranium. Pire encore, la plus grande mine d'uranium du monde est située au Congo belge. Si l'Allemagne prend le contrôle de la Belgique, elle pourrait bien détenir un monopole sur l'uranium. Avec tous ces éléments, il n'y a plus aucun doute. L'Allemagne nazie est secrètement en train de se faire un stock d'uranium et de développer une bombe atomique. Si elle y arrive, Hitler aurait dans ses mains l'arme la plus destructrice de tous les temps. Svillard est sous le choc et réalise les conséquences catastrophiques que ça implique. Il doit agir très rapidement. Pour lui, le seul et unique moyen de contrer les Allemands, c'est qu'une autre grande puissance développe la bombe avant eux. Alors il reste plus qu'une seule chose à faire. Il faut absolument avertir l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Mais Svillard, tout scientifique qu'il est aux États-Unis, c'est personne. Avec son accent hongrois et sa situation d'immigré, il est pas du tout pris au sérieux par les autorités. Alors il a une idée. Il va écrire une lettre au président, mais c'est pas lui qui va la signer. C'est quelqu'un de beaucoup plus prestigieux, quelqu'un qui est connu dans le monde entier, le scientifique le plus éminent de son temps, Albert Einstein. Et ça tombe bien, Svillard et Einstein se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble quand ils étaient en Allemagne et ils ont tous les deux migré aux États-Unis. Il lui explique la situation et Einstein comprend très rapidement les enjeux. Mais c'est un fervent pacifiste, alors il hésite. Mais la situation urge tellement qu'il signe la lettre et l'envoie au président Franklin Roosevelt. Il ne le sait pas encore, mais ce sera l'un de ses plus grands regrets. Le président Roosevelt reçoit la lettre, mais seulement 2 mois après. En fait, la possibilité de créer une bombe atomique avec de l'uranium a beaucoup fait parler, et les scientifiques se sont rendus compte que Svillard avait raison. Mais en dehors de ça, chez les militaires et au gouvernement, on n'y croit toujours pas trop. Et même si la guerre a commencé en Europe, l'Amérique est plutôt isolationniste, et prend ses distances avec le conflit. Alors Roosevelt comprend pas pourquoi il devrait dépenser des millions de dollars dans un tel projet. Du coup, il donne son accord pour financer quelques expériences par-ci par-là, mais avec très peu de moyens. Dans la course à la bombe, l'Amérique prend du retard, alors que l'Allemagne développe son projet. Mais un événement va venir tout bouleverser. L'attaque surprise de Pearl Harbor par les Japonais en décembre 1941 traumatise toute l'Amérique. Ça marque aussi l'entrée du pays dans la Seconde Guerre mondiale. Le conflit s'apprête à prendre une toute autre tournure. Du coup, Roosevelt il se dit « Ah tiens, ce projet de bombe là, il y a peut-être quelque chose à faire finalement ». De leur côté, les Allemands sont bien avancés. Ils ont créé le projet Uranium composé des meilleurs scientifiques du pays. Avec à sa tête l'un des plus grands physiciens du monde, le prix Nobel Werner Heisenberg. Les USA doivent répondre rapidement, avec un projet d'envergure. Alors Roosevelt décide d'agir. Il crée un projet de bombe atomique qu'il confie à l'armée. Un projet classé top secret. Nom de code, Projet Manhattan. Bon, c'est super tout ça, le projet est créé, mais maintenant il faut trouver un mec capable de le diriger et de le porter avec énergie et dynamisme. Et pour ça, l'armée a sa petite idée, le général Leslie Groves. Groves est brutal, imbu de lui-même, direct et colérique. Bref, le chef parfait pour ce projet. Bon, il a aussi des qualités. Groves était en charge de gérer la construction du Pentagone, le plus grand bâtiment du monde à l'époque. Tâche qu'il a réalisée avec brio. Alors après avoir construit l'édifice le plus grand du monde, Groves se voit confier un nouveau challenge, celui de construire la bombe la plus puissante de tous les temps. Et on peut dire que Groves perd pas de temps. Première action, il passe le projet Manhattan en priorité absolue. Des fonds presque illimités lui seront accordés. Ensuite, il enchaîne et sécurise l'uranium du Congo et en achète au Canada. Efficace le type. Du coup, les États-Unis possèdent maintenant eux aussi un stock d'uranium conséquent. Mais il y a un gros problème. En fait, pour faire une bombe, avoir un gros stock d'uranium, ça suffit pas. En gros, quand on mine de l'uranium, on en obtient 2 types. Il y a l'uranium 238 et son petit cousin, l'uranium 235. Sauf qu'on trouve 99,3% de 238 et seulement 0,7% de 235. Et le problème, c'est qu'avec l'uranium 238, il n'y a pas de fission. Le noyau, il se casse pas. La réaction en chaîne est possible, mais uniquement avec l'uranium 235. Vous l'avez compris, pour faire une bombe à l'uranium, faut extraire les toutes petites quantités d'uranium 235 du 238. Sauf que les deux types d'uranium sont quasiment identiques, et c'est super difficile de les séparer.
C'est un peu comme essayer de trouver 0,7% des grains de sable les plus légers sur une immense plage. Bon, les scientifiques ont quand même bien bossé, et il existe des techniques de séparation. Mais elles nécessitent des gigantesques machines qui prennent énormément de ressources en eau et en électricité. Et bien sûr, ça prend aussi beaucoup de temps. Durant la première réunion du projet, quand Groves et les militaires apprennent les ordres de grandeur, ils sont choqués. En fait, ils concluent tous que pour avoir assez d'uranium-235, il faudrait carrément construire toute une ville immense avec des énormes usines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années. La réunion se termine et tout le monde autour de la table se demande comment faire. Lorsque tout d'un coup, Groves se lève et dit « Ok, allons construire cette ville ». Le lendemain, Leslie Groves part à la première heure pour le Tennessee. Là-bas, il visite un site potentiel pour construire cette fameuse ville-usine. Le site est isolé, relié à l'électricité avec des rivières proches pour permettre le refroidissement des usines. Le site parfait donc, et Groves ne compte pas passer à côté d'une telle opportunité. Ni une ni deux, il achète 24 000 hectares de terrain. C'est plus de 2 fois la taille de Paris, quand je disais que c'était immense. Les bâtiments poussent comme des champignons, et en quelques mois, la ville passe d'une centaine à 80 000 habitants. Bienvenue à Oak Ridge, la ville en charge de la transformation de l'uranium-238 en 235. Pour traiter l'uranium, plusieurs usines sont construites. Certaines font jusqu'à 800 mètres de long. À l'époque, c'est tout simplement le plus gros complexe industriel du monde. Elles vont pouvoir tourner à plein régime pour obtenir de l'uranium-235 le plus rapidement possible. Ok, c'est super tout ça, Groves est très efficace, mais ils sont où les scientifiques dans cette histoire? Car les militaires, c'est carré ordonné et efficace, mais c'est pas eux les experts en physique en fait. Alors Groves, il se retrouve face à un nouveau problème. Il doit nommer un directeur scientifique pour créer la bombe. Pour ça, il a besoin d'un scientifique de très haut niveau, mais aussi d'un leader capable de gérer une équipe complexe. Au départ, c'est les noms de Compton et Lawrence qui circulent, 2 prix Nobel américains et légendes de la physique. Mais ils sont déjà très occupés par leurs travaux respectifs. Alors on lui recommande quelqu'un, une personne dont aujourd'hui on connaît tous le nom, un certain Robert Oppenheimer. Oppenheimer est un mec brillant. Il est docteur en physique et professeur dans l'une des plus grandes universités du monde. Le gars, en plus de l'anglais, il parle couramment français, allemand et lit même des livres en grec et en latin. Bref, du très haut niveau. Mais des fois, il peut aussi passer pour l'intello un peu bizarre, rêveur et déconnecté de la réalité. Il a aussi pas trop d'expérience à la tête de grands projets. Il a pas de prix Nobel, ce qui peut être problématique quand il va falloir diriger les plus grands scientifiques du monde. Mais surtout, il aurait des liens avec les communistes. Alors quand Groves rencontre Oppenheimer pour la première fois, il est un peu sceptique, mais il va rapidement être surpris. Robert comprend très rapidement les enjeux d'un tel projet, qu'il soit scientifique, logistique et humain. Groves est impressionné par la clarté d'esprit d'Oppenheimer. Il y a maintenant plus aucun doute. Robert Oppenheimer sera son directeur scientifique. Et sa première mission est d'envergure. Faut maintenant trouver un lieu où la bombe sera construite. D'abord, Groves pense logiquement à Oak Ridge, à côté des usines d'enrichissement d'uranium. Mais Oppenheimer pense que la bombe doit être construite dans un endroit isolé. Un endroit loin de toute distraction et les scientifiques pourront être concentrés à 100% sur la fabrication de la bombe. Un endroit à l'abri des regards indiscrets, où ils pourront travailler dans le secret le plus total. Et ça tombe bien, Robert a un ranch dans le Nouveau-Mexique, et il connaît bien la région qui est à majorité désertique. Ils font des repérages avec Groves et tombent sur une école perdue au milieu des montagnes. Oppenheimer trouve que c'est l'endroit idéal. Il se dit que la magnifique vue sur la chaîne de montagnes inspirera les scientifiques. Groves valide. Et la construction secrète d'un immense complexe en plein milieu du désert commence. Bienvenue au laboratoire de Los Alamos. Mais le plus dur reste à faire. Oppenheimer doit maintenant former une Dream Team de scientifiques pour participer au projet. Pendant des mois, il traverse le pays pour essayer de recruter les meilleurs chercheurs, ingénieurs et techniciens d'Amérique, mais aussi les plus grands scientifiques européens qui ont fui la guerre. Et la tâche est pas évidente du tout. Faut réussir à convaincre toutes ces personnes de quitter leur confort de vie pour venir travailler dans un endroit perdu, en plein milieu du désert. Le pire, c'est que bien sûr, secret oblige, ils peuvent même pas savoir à l'avance sur quoi ils vont travailler. Mais Oppenheimer sait se montrer convaincant. Il parle d'un projet d'envergure qui pourrait changer le cours de l'histoire. Et le contexte de la guerre motive beaucoup de personnes à participer à un projet qui aidera à vaincre les nazis. Alors beaucoup acceptent. Et évidemment, Léos Villar est de la partie. À Chicago, il travaille avec Enrico Fermi, l'italien qui s'était moqué de lui quelques temps auparavant. Ensemble, ils doivent répondre à une question très importante. Est-ce que l'homme peut réussir à contrôler une réaction en chaîne? Pour ça, ils ont construit une sorte de réacteur nucléaire artisanal dans une salle de squash abandonnée. Ils pensent à utiliser du graphite, qui va ralentir les neutrons pour qu'ils percutent plus facilement les autres noyaux. Ils prennent aussi une barre de cadmium, qui fait office de mur et stoppe les neutrons. Plus la barre de cadmium sera enfoncée, plus les neutrons seront stoppés et moins la réaction en chaîne sera puissante.
Les scientifiques doutent, personne ne sait si ça va marcher et il y a des risques d'explosion. Ouais, on parle quand même du premier réacteur nucléaire de l'histoire là. Mais l'expérience est un succès, et c'est maintenant une réalité. L'homme peut contrôler la puissance de l'atome. Pour les avertir, un message codé est envoyé à Washington. L'Italie a débarqué dans le nouveau monde. Groves pousse un énorme ouf de soulagement. Mais c'est en Californie qu'une découverte encore plus importante a été faite. Des scientifiques ont réussi à créer un nouvel élément, le plutonium. Le plutonium est un élément de synthèse. On peut pas le trouver dans la nature et on le fabrique uniquement à partir d'uranium-238. Et on se rend vite compte que le plutonium est lui aussi fissile. Il peut donc, comme l'uranium-235, participer à une réaction en chaîne et être utilisé dans une bombe. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le projet Manhattan, car c'est plus facile d'obtenir du plutonium que de l'uranium-235. Du coup, vous commencez à connaître la passion de Groves pour les villes usines gigantesques, qui sortent de nulle part. Il ordonne dans la foulée la construction d'un complexe gigantesque, dédié à la fabrication de plutonium à Hanford dans le nord du pays. On arrive à la fin de l'année 1943. La guerre est bien entamée et personne ne sait toujours où en sont les Allemands. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici en Amérique, tous les travaux sont bientôt finis. L'uranium du Congo et du Canada sera envoyé en partie à Oak Ridge pour le transformer en uranium-235 et à Hanford pour en faire du plutonium. Une fois fabriqués, les deux éléments seront envoyés à Los Alamos, où des milliers de scientifiques vont travailler sur la conception d'une bombe pour les utiliser. Le projet Manhattan est en marche et maintenant plus personne ne peut l'arrêter. À Los Alamos, tous les scientifiques sont arrivés. C'est en tout plus de 5000 personnes qui travaillent dans ce laboratoire, même si seulement les plus haut placés savent vraiment sur quoi ils travaillent. Et justement du travail, il y en a beaucoup. Les calculs, équations et expériences fusent dans tous les sens. Mais on sait aussi passer du bon temps. On va faire des balades dans les montagnes, on va danser tous ensemble au bal le soir, et lorsqu'il neige, on peut même faire du ski. En tant que chef de labo, Oppenheimer trouve le bon dosage. Il motive ses troupes pour qu'ils accomplissent une grosse charge de travail, mais il sait aussi desserrer la vis quand il le faut, pour les laisser respirer. Et ça plaît pas trop à Groves et aux militaires. Ouais, on est quand même sur l'un des projets les plus sensibles de l'histoire. Il faudrait surtout pas qu'une puissance ennemie soit informée de tout ça. La confidentialité est donc très importante. Chaque entrée et sortie est scrutée par l'armée et de nombreux panneaux sont affichés pour rappeler qu'on n'est pas là pour rigoler. La surveillance est parfois poussée à l'extrême, des fois à la limite même de la paranoïa. Certains scientifiques sont suivis durant leur déplacement, et ça arrive même qu'ils retrouvent leur courrier déjà ouvert. Forcément, cette ambiance étouffante en agace beaucoup. Léo Szilard en tête. En plus de ça, Szilard a beaucoup de mal avec les méthodes très strictes et normées imposées par Groves dans le projet. Alors Szilard et Groves ne s'entendent pas du tout. Et bien qu'il soit à la base de tout le projet, Groves va tout faire pour l'isoler, le mettre sur la touche. Du coup, Szilard se voit confier des projets dans son coin à Chicago. Et il ne verra jamais le soleil de Los Alamos. Ici dans le désert du Nouveau-Mexique, ce qu'on demande aux scientifiques, c'est un énorme challenge. Ils doivent réussir à trouver comment utiliser le plutonium et l'uranium et les mettre dans une bombe. Sauf qu'en attendant que la production arrive, ils ont seulement de très petites quantités des deux éléments. C'est un peu comme devoir créer un moteur révolutionnaire mais sans avoir le carburant. Alors Oppenheimer et les scientifiques ont tous une question en tête. Comment on construit une bombe atomique ? Déjà, le premier objectif, c'est de savoir quelle est la quantité minimale nécessaire pour provoquer une explosion. C'est ce qu'on appelle la masse critique. Ils calculent que pour faire une bombe à l'uranium, ils ont besoin de 50 kg d'uranium-235. C'est énorme, sachant les difficultés à obtenir l'élément. Mais il y a une bonne nouvelle, pour le plutonium, on est environ à 10 kg. Le plutonium a donc un double avantage. Il est plus facile à fabriquer, et en plus on a besoin d'une plus faible quantité pour le faire exploser. Avec ces conclusions, les scientifiques de Los Alamos comprennent tous qu'ils vont pouvoir faire seulement une seule bombe à l'uranium. L'étape suivante, c'était de créer un mécanisme de déclenchement à distance sécurisé, pour pas que la bombe explose de manière accidentelle. Pour ça, Oppenheimer et ses équipes travaillent pendant des mois. Ils font des centaines de tests et d'expériences dans le désert, mais rien ne semble fonctionner. Mais un jour, ils ont une idée. Séparer la matière critique en deux. Comme ça, aucun risque que ça explose. Dans la bombe, il y aura une sorte de canon qui propulsera une partie de la matière critique vers l'autre afin de provoquer la réaction en chaîne et que la bombe explose. Les scientifiques font des tests avec les petites quantités d'uranium et de plutonium reçues depuis les usines. Et ils vont vite se rendre compte d'un gros problème. Pour l'uranium-235, le système du canon devrait fonctionner, mais avec le plutonium, ça fonctionne pas. En fait, le plutonium est beaucoup plus réactif que l'uranium. Cette nouvelle à Los Alamos, c'est un séisme. Après des mois de travail, ils se retrouvent avec une bombe prototype qui fonctionne seulement pour l'uranium. Avec ça, les États-Unis seront en capacité
capacité de créer qu'une seule bombe. Et encore, on sera même pas sûr qu'elle puisse fonctionner, car elle ne pourra même pas être testée avant. Tant l'uranium-235 est compliqué à obtenir. Tous les espoirs du projet Manhattan s'étaient tournés vers le plutonium. S'ils n'arrivent pas à faire une bombe avec le plutonium, les milliards investis auront presque servi à rien. La catastrophe est telle qu'Oppenheimer hésite même carrément à démissionner. Les USA perdent du temps, alors qu'en Europe, on sait toujours pas où en sont les Allemands. Mais le peu d'informations qu'on a sont pas bonnes du tout. On a appris qu'ils avaient mis la main sur une usine d'eau lourde en Norvège. Un élément essentiel pour faire une réaction en chaîne. Alors à Los Alamos, il faut réagir et vite. Oppenheimer décide de réorganiser tout le laboratoire. Une équipe continuera à travailler sur la bombe à canon pour l'uranium. Et Ina doit trouver absolument une solution pour le plutonium. Il demande aussi des renforts et c'est les Anglais qui débarquent à Los Alamos. Parmi les nouveaux, il y a Niels Bohr, le prix Nobel danois très respecté, et un certain Klaus Fuchs, un physicien brillant mais parfois un peu bizarre. Ils vont tous travailler ensemble sur une question. Comment faire une bombe avec le plutonium? En dehors de Los Alamos, les autres sites tournent à plein régime pour produire les deux éléments les plus rapidement possible. Mais en fait, le projet Manhattan, c'est pas seulement les usines de production d'Oak Ridge et de Hanford. En tout, c'est une vingtaine de sites qui travaillent pour le projet, dont certains même au Canada et en Grande-Bretagne. Au plus fort de la production, c'est plus de 150 000 personnes qui participent au projet. Évidemment, la grande majorité des gens ne savent pas ce qu'ils font et pourquoi ils sont là. Ils se contentent juste d'appliquer les ordres et de faire les tâches qui leur sont demandées sans trop réfléchir. Ils sont juste contents de participer à l'effort de guerre à leur manière. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui de Gladys Owens, une femme qui travaillait à Oak Ridge et qui a appris seulement 50 ans après qu'elle avait participé au projet Manhattan en se voyant sur une photo dans un musée. On est en 1944 et petit à petit, les stocks d'uranium et de plutonium commencent à augmenter. On estime que d'ici un an, la quantité pour faire une bombe sera suffisante. Mais le temps presse. En Europe, les nazis développent des armes toujours plus impressionnantes, comme les terrifiantes fusées V2. Et s'ils avaient bientôt la bombe? La réponse à cette question brûlante va bientôt arriver, car la guerre va rentrer dans un nouveau tournant. 6 juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie dans ce qui est l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Les nazis, qui sont déjà en difficulté face à l'URSS à l'Est, doivent maintenant combattre sur un nouveau front. En compagnie des GI américains, le projet Manhattan lui aussi débarque en Europe. Groves et ses collègues ont décidé de créer l'opération Alsos. Son objectif, répondre à la question que tout le monde se pose. Où en sont les nazis dans la construction de la bombe? Pour ça, des agents américains sont envoyés secrètement en Allemagne derrière les lignes de front pour enquêter. Et ce qu'ils vont découvrir va surprendre tout le monde. Les mois passent et au fur et à mesure de leur avancée, les agents du projet Alsos déroulent le fil de tout le programme nucléaire allemand. Ils découvrent des documents compromettants et interrogent des scientifiques allemands, ce qui les amène vers une piste intéressante. Dans une ville du sud de l'Allemagne, dans un souterrain bien caché, les Américains découvrent un réacteur nucléaire allemand. C'est une énorme découverte, mais les agents aimeraient trouver quelque chose d'encore plus gros, car quelqu'un manque encore à l'appel. La personne qui est à la tête de tout le projet allemand, Werner Heisenberg. On arrive en 1945 et les agents ont une piste. Heisenberg est finalement capturé et emprisonné. Suite à de nombreux interrogatoires, les Américains se rendent compte que l'Allemagne était très loin d'avoir la bombe. Elle possédait des stocks d'uranium en grande quantité, mais elle n'était pas encore capable de l'enrichir. Le projet Manhattan est donc à des années-lumière du projet allemand. Ce retard s'explique simplement parce que les nazis et Hitler n'ont tout simplement jamais cru au projet. Ils ont préféré se concentrer sur d'autres technologies comme les avions à réaction, les missiles balistiques et les fusées. Mais surtout avec les nombreux bombardements qui touchaient l'Allemagne, c'était impossible pour eux de développer les grosses usines nécessaires à la production de l'uranium et du plutonium. L'opération Alsos est alors une grande réussite. Mais avant de quitter l'Europe, les agents s'assurent de détruire ou d'embarquer avec eux tous les documents et installations concernant le nucléaire allemand, pour pas que d'autres pays comme la France mais surtout l'URSS tombent dessus. Avec l'avancée des Alliés en Europe, il est maintenant clair que l'Allemagne va perdre la guerre. Oppenheimer et tous les scientifiques poussent un énorme ouf de soulagement. Mais la joie est de courte durée, car chez certains, le doute commence à s'installer. Depuis le début, ce qui motive le plus les scientifiques, ce qui les pousse à mettre toute leur énergie, toutes leurs compétences, toute leur intelligence dans le projet, c'était de construire une bombe avant les nazis. Mais s'il n'y a plus de nazis, quel est l'intérêt ? Avec l'enjeu de la guerre qui commence à se dissiper, la peur laisse peu à peu place à la raison. Et les scientifiques comprennent ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont en train d'aider un pays, les États-Unis, de se doter de l'arme la plus puissante de tous les temps. Et de toutes les conséquences que ça implique. Alors Léos Szilard planifie la rébellion. Il organise des réunions qui réunissent les scientifiques contre la bombe atomique. Et il fait même signer une pétition. Mais c'est trop tard, la boîte de Pandore a été ouverte. Les scientifiques ont construit un monstre qui est en train de leur échapper. Avec les montants pharaoniques investis, l'armée et le gouvernement veulent vraiment
vraiment sa bombe. Elle rappelle aussi que la guerre est peut-être finie en Europe, mais elle continue toujours de faire des ravages dans le Pacifique. Parce que face au Japon, les États-Unis accusent de très grosses pertes. Ils avancent il péril pour se rapprocher de l'archipel nippon, mais chaque bout de terrain est âprement disputé. Chaque mètre de territoire gagné est un combat. Les Japonais sont prêts à tout pour défendre leur patrie et leur empereur, et ils combattent avec un fanatisme féroce et sanguinaire. Et un matin, le général MacArthur, en charge des troupes américaines dans le Pacifique, reçoit une nouvelle urgente de Washington. Après 12 ans à la Maison Blanche, le président Roosevelt est mort. Il est remplacé par son vice-président, Harry Truman. Juste après avoir prêté serment, on informe tout de suite le nouveau président que l'Amérique est sur le point de se doter d'une nouvelle arme surpuissante. Truman est consterné. Le projet était tellement secret que même son poste de vice-président lui permettait pas d'en être informé. Il a maintenant un nouvel objectif, mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Et il compte bien se servir de cette nouvelle arme pour arriver à ses fins. La bombe a maintenant sa nouvelle cible. Ce sera finalement le Japon. Pendant ce temps, malgré les hésitations, Oppenheimer et les autres ont bien avancé à Los Alamos. Ils pensent avoir trouvé un système pour utiliser le plutonium dans une bombe. Ça a été un énorme défi, et des innovations techniques et en ingénierie ont dû être trouvées. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup plus complexe que le système du canon. Le plutonium serait contenu dans une sphère, entourée de plusieurs charges explosives. En explosant tout en même temps, elle devrait émettre assez de pression sur le plutonium pour déclencher la réaction en chaîne et provoquer l'explosion. Mais pour ça, faut être sûr que toutes les charges explosent vraiment parfaitement en même temps, et de manière symétrique. Ça joue vraiment à moins d'un millionième de seconde. Il faut que tout le système soit minutieusement préparé. En fait, c'est tellement complexe que même les scientifiques savent pas si ça va marcher. Les enjeux sont énormes. Si la bombe au plutonium ne marche pas sûr qu'ils aient une bombe atomique. Mais ils vont bientôt avoir des réponses à leurs questions. Juillet 1945. Dans quelques jours, les puissances alliées vont toutes se retrouver à Potsdam en Allemagne. La conférence est très importante. Ensemble, les pays vont discuter de la fin de la guerre et de comment va être défini le monde d'après. La guerre ayant rebattu l'équilibre mondial, la conférence de Potsdam sera un avant-goût de l'opposition entre deux nouvelles superpuissances, les USA et l'URSS. Churchill et Staline ont confirmé leur présence. Le président Truman a décidé lui aussi de s'y rendre. Et pour la conférence, il veut absolument savoir une chose. Pour que les États-Unis soient en position de force face à l'URSS de Staline, il doit répondre à une question. Est-ce que son pays possède l'arme la plus puissante de tous les temps? Est-ce qu'il possède la bombe atomique dans son jeu? Alors à Los Alamos, la situation urge. Il faut absolument faire un test avant pour savoir si la bombe au plutonium fonctionne. Nom de code du test, Trinity. Truman est déjà en route pour Potsdam lorsque le soleil se couche sur Los Alamos. On arrive dans la nuit du 15 au 16 juillet 1945. Et cette nuit sera la dernière avant que le monde change à tout jamais. Ce soir-là, Groves, Oppenheimer et Enrico Fermi, accompagnés d'autres officiels et scientifiques, se rendent dans un désert à 350 km au sud de Los Alamos. Ils rejoignent tous des baraquements d'observation. À plusieurs kilomètres de là, une tour de 30 mètres de haut a été construite. À son sommet se trouve le Gadget, la première bombe atomique de l'histoire. L'ambiance est tendue, tout le monde est très stressé. Groves repense aux milliards de dollars qu'il a demandé à l'armée pour ce projet. Oppenheimer, lui, aux années de travail et de sacrifice de toute son équipe pour en arriver là. Les deux jouent aujourd'hui leur place et leur crédibilité. Entre les scientifiques, on prend des paris sur la puissance de l'explosion. La plupart sont très sceptiques, et on pense carrément que la bombe va carrément même pas exploser. Faut dire que la veille, des premiers tests ont été effectués et les résultats obtenus étaient très inquiétants. Enrico Fermi, lui, préfère blaguer sur la probabilité que l'atmosphère s'enflamme et que l'explosion mène tout simplement à une destruction du monde, ce qui glace le sang des autres observateurs. Groves, bouillant d'impatience, et le temps presse. Truman a dû déjà arriver en Allemagne. L'orage approche, mais un violent orage se déclenche. Groves va devoir prendre son mal en patience, la bombe se fait désirer. 5 h du matin, l'orage se calme et le jour se lève, l'essai va pouvoir avoir lieu. Tout le monde se tient prêt à mettre ses lunettes de protection, et certains mettent même de la crème solaire, lorsque le compte à rebours commence. Je suis devenu la mort, destructeur des mondes. La bombe a explosé avec une puissance estimée à 20 kilotonnes de TNT. L'explosion, elle, a été entendue à 150 km à la ronde. Le flash, lui, a été visible à plus de 320 km. Pour pas éveiller les soupçons, Groves demande à l'armée de parler de l'explosion d'un stock de munitions. Oppenheimer et Groves se félicitent. Ils ont réussi. L'information est directement transmise à Truman qui est ravi.
À Potsdam, il décide d'en informer Staline, son futur rival, que l'Amérique détient une arme surpuissante d'un nouveau genre. Staline bronche pas, et sa réaction intrigue Truman. Il se dit, ils sont vraiment bizarres ces Russes. Mais il y a une explication. Est-ce que vous vous souvenez de Klaus Fuchs, l'anglais un peu bizarre qui avait rejoint Los Alamos? Fuchs a travaillé pendant des mois au cœur du projet Manhattan en étant un proche collaborateur d'Oppenheimer. Mais Fuchs a surtout été recruté par un agent du NKVD, les services secrets soviétiques. Pendant tout ce temps, il transmettait des informations confidentielles très précieuses à l'URSS. Il a fait ça par idéologie, mais pour lui c'était aussi important qu'une autre puissance ait la bombe pour équilibrer le monde. Le pouvoir d'une bombe atomique dans les mains d'un seul pays aurait conduit à trop de dérives selon lui. Et ça a plutôt bien marché car grâce à lui, l'URSS aurait gagné plus de 2 ans dans son programme nucléaire. À Potsdam, si Staline était aussi impassible, c'est parce qu'il savait déjà tout. En fait, il connaissait même le projet bien avant Truman. Avec la bombe entre les mains, les Américains sont bien décidés à mettre fin à la guerre. La question de son utilisation sur le Japon se pose sérieusement, et un comité est désigné pour savoir quelle ville frapper. Quand Svillard et les scientifiques opposés à la bombe apprennent ça, ils sont pleins de remords. Ils supplient Truman et l'armée de trouver une autre solution. Ils écrivent le rapport Frank adressé à la commission, dans lequel ils proposent de faire une démonstration de la bombe au public, pour faire peur aux Japonais et les faire capituler en limitant les pertes. Mais avec les milliards de dollars investis, les années de travail et de développement, Truman et l'armée sont bien décidés à l'utiliser. La bombe pourrait aussi éviter un débarquement des Américains au Japon, et donc épargner la vie de milliers de soldats. Surtout, les États-Unis veulent montrer aux yeux du monde mais aussi aux soviétiques leur puissance de feu. Svillard est pas d'accord, il dit que le Japon est déjà en grande difficulté et qu'il s'apprête à capituler. Selon lui, l'armée gonfle les chiffres sur les pertes potentielles d'Américains. Mais c'est déjà trop tard. Une poignée de personnes sont déjà retrouvées autour d'une table pour discuter sur quelle ville sera bombardée. Ces personnes vont donc choisir quelle ville sera anéantie en une fraction de seconde par le feu atomique. Cette poignée de personnes a le droit de vie ou de mort sur une centaine de milliers de civils. Les Américains veulent marquer les esprits et avoir un fort impact psychologique pour forcer les Japonais à se rendre. 5 villes japonaises sont donc proposées, dont Kyoto, l'ancienne capitale impériale, ville culturelle et symbolique. Mais le secrétaire à la guerre Stimson met son veto. Il a passé son voyage de noces là-bas et adore cette ville. Alors le premier choix se rapporte plutôt vers une autre ville moins connue. Une ville portuaire et logistique importante, stratégique pour l'armée japonaise, mais aussi qui a le cynique avantage de ne pas avoir été bombardée avant. Comme ça, les dégâts réels de la bombe pourront vraiment être observés. Cette ville qui va bientôt rentrer dans les livres d'histoire, c'est Hiroshima. Dans la foulée, les États-Unis adressent un ultimatum au Japon. Ils demandent la reddition inconditionnelle de l'Empire japonais sous peine d'une destruction rapide et totale. Les Japonais essayent de gagner du temps. Secrètement, ils négocient avec l'URSS pour obtenir une paix plus avantageuse. Cette décision aura des conséquences funestes, car du côté américain, l'engrenage est lancé. En réalité, l'ordre de Truman de l'utilisation des bombes avait déjà été donné avant même l'ultimatum. Les 2 bombes opérationnelles ont déjà quitté Los Alamos pour San Francisco. Leur nom, Little Boy qui fonctionne à l'uranium-235 et Fat Man qui fonctionne au plutonium. Arrivées à San Francisco, elles embarquent dans l'USS Indianapolis, vers la base de Tinian dans le Pacifique. Là-bas, le 509e Composite Group de l'Air Force, formé spécialement pour l'occasion, attend sagement l'arrivée des 2 bombes. La météo est mauvaise au-dessus du Japon, et Paul Tibbets, le commandant de la mission, attend qu'une fenêtre de tir s'ouvre sur le pays du soleil levant. Tibbets, qui est l'un des meilleurs pilotes de l'armée, a été prévenu par Oppenheimer. L'onde de choc d'un bombardement atomique pourrait bien le tuer. Mais ça fait rien, c'est lui personnellement qui va se charger du premier bombardement. Il pilotera le géant désert, un B-29 Super Fortress, modifié exprès pour pouvoir transporter la bombe. Tibbets décide de lui donner le nom de sa mère, Enola Gay. Les prévisions météo ont l'air de s'améliorer au-dessus du Japon. Une date est choisie, ce sera le 6 août. 2h45 du matin. Enola Gay décolle avec à son bord Little Boy. Malgré l'ordre de Grove de l'armée au sol avant le décollage, la bombe est armée pendant le vol pour des raisons de sécurité. Dans le ciel d'Hiroshima, des avions américains sont repérés et une alerte est donnée pour avertir la population. Mais les avions s'éloignent et l'alerte est levée. C'était des avions de reconnaissance pour s'assurer des conditions météo. 8h15. Enola Gay est maintenant au-dessus d'Hiroshima. Tibbets donne l'ordre de bombarder. Un soldat s'exécute et vise un pont de la ville, reconnaissable par sa forme hantée. 1000 mètres plus bas, les 300 000 habitants de la ville ne se doutent de rien. La suite appartient à l'histoire.
Alors que l'avion fait demi-tour et s'éloigne le plus possible de l'explosion, le capitaine Lewis, qui observe le champion atomique à travers son hublot, s'écrie « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» En bas, c'est une ville tout entière qui a cessé d'exister. En une fraction de seconde, c'est 70 000 personnes qui sont désintégrées et réduites en poussière. Les survivants, eux, errent comme des spectres, perdus dans ce désert de cendres et de flammes. Beaucoup mourront ensuite à cause des blessures, des brûlures et des radiations, portant le bilan total à 140 000 morts seulement pour Hiroshima. À Tokyo, un opérateur chargé de la communication s'interroge. Les stations radio d'Hiroshima n'émettent plus, le téléphone et le télégraphe non plus. Hiroshima ne répond plus. C'est seulement après 16 longues heures, en interceptant le message télévisé d'Harry Truman, que le gouvernement japonais comprit ce qui s'était passé à Hiroshima. Il venait de subir le premier bombardement atomique de l'histoire. Mais l'empereur Hirohito, qui espère toujours une paix favorable avec l'URSS, ne change pas d'avis. Alors les USA envoient un second ultimatum et promettent un déluge de ruines venu des airs. Ils larguent aussi des tracts japonais, leur demandant d'adresser une pétition à l'empereur pour mettre fin au conflit. Mais le Japon ne répond pas. 9 août 1945, le B-29 Bockstar, équipé de la bombe au plutonium Fat Man, s'envole vers le Japon. À son tour d'entrer dans l'histoire. Au départ, c'était la ville de Kokura qui devait être visée. Mais cette fois-ci, il y avait trop de nuages au-dessus de la ville. Ces nuages ont sauvé la vie à des milliers de personnes, mais ont causé la mort à des milliers d'autres, car l'avion se dirige vers la cible secondaire Nagasaki. 11h02, Fat Man est libéré au-dessus de la ville. Le bombardement fait 40 000 morts. En tout, on estime qu'environ 200 000 personnes ont perdu la vie dans les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Les survivants au bombardement, les Hibakusha, eux, en plus du terrible traumatisme vécu, ont dû faire face au harcèlement des Japonais. Dans ce pays où l'honneur prime avant tout, ils étaient vus comme la représentation vivante de la honte et l'humiliation infligée par la défaite. Après le deuxième bombardement, l'URSS déclare la guerre au Japon, mettant fin à ses espoirs d'une paix favorable. Il annonce sa reddition sans condition. La Seconde Guerre mondiale est finie et le monde ne sera plus jamais comme avant. Aujourd'hui, avec les bombes à hydrogène, l'homme a développé des armes qui sont 3000 fois plus puissantes que celles utilisées à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est justement dans cette ville que se termine notre histoire. Est-ce que vous voyez cette tache? Ces taches brunâtres, c'est l'ombre d'un habitant qui était assis tranquillement sur des marches ce fameux 6 août 1945. L'homme a disparu, mais l'ombre est bien restée figée, imprimée dans la pierre à jamais. Et parfois je me demande à la fin, qu'est-ce qui restera de l'humanité? À part peut-être nos ombres. Bon, j'avoue, c'est un peu compliqué de passer après une vidéo sur un sujet aussi dur et complexe. Mais j'ai 2-3 trucs très importants à vous dire. Déjà, comme vous vous en doutez, une vidéo comme ça, c'est énormément de travail. En fait, j'estime que j'ai passé environ 150 heures pour la faire. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour pas rater les suivantes. Ça vous prend 2 secondes et c'est vraiment quelque chose qui me motive et qui m'aide beaucoup. Aussi, c'est seulement ma 3e vidéo YouTube et ouais, je sais qu'elle n'est pas parfaite. Alors n'hésitez pas à me faire des retours constructifs en commentaire, ça peut beaucoup m'aider. Ensuite, si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est après avoir lu ce roman graphique, La Bombe. C'est aux éditions Glénat, c'est écrit par Alcante Bollé et les illustrations sont faites par Rodier. Franchement, c'est ultra complet. Il y a plein d'informations que j'ai pas pu mettre dans la vidéo et c'est magnifiquement illustré. Alors si vous l'avez pas lu, bah juste achetez-le en fait. En vrai, j'avoue, il coûte un peu cher neuf, mais sur Vinted, vous pouvez le trouver à environ 20 €. Enfin, l'animation incroyable lors du bombardement d'Hiroshima, je l'ai récupérée sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, toutes les sources que j'ai utilisées dans la vidéo sont dans la description. Et si vous le voulez bien, je vous retrouve dans un mois pour une autre histoire. À bientôt!